Je vais essayer de vous résumer ce que c'est que l'accompagnement préconceptionnel. Donc effectivement, je m'appelle Mathilde Mullier, je suis formée d'abord au coaching systémique et ensuite je me suis spécialisée en accompagnement préconceptionnel et en accompagnement parental. Et effectivement, j'ai été formée par Estelle Métro qui a développé l'accompagnement préconceptionnel comme une méthode qui permet d'aller travailler sur beaucoup, si pas toutes, les dimensions qui viennent entrer en jeu quand on veut faire un enfant, quand on souhaite devenir parent, et qui parfois créent des blocages. Alors, comment je suis venue à ça? C'est aussi un parcours personnel qui m'a amenée à m'intéresser à l'accompagnement préconceptionnel, puisque j'ai moi-même rencontré des difficultés quand j'ai souhaité devenir maman. Et à l'époque, je ne connaissais pas l'accompagnement préconceptionnel, mais j'ai trouvé du soutien dans différentes méthodes, auprès de différents accompagnants, pour justement travailler sur toutes ces dimensions-là. Et donc, ensuite, j'ai connu Estelle et je me suis aperçue que ça pouvait faire l'objet d'un accompagnement à part entière et c'est ça qui m'a intéressée. Donc, voilà. Aujourd'hui, effectivement, de plus en plus de couples rencontrent des difficultés pour avoir des enfants et on a la chance d'avoir accès à la procréation médicalement assistée qui est une véritable opportunité pour nous puisque de plus en plus d'enfants naissent là où, par exemple, à l'époque de nos grands-parents, ils ne seraient pas nés parce qu'il n'y avait pas toutes ces méthodes. Et aujourd'hui, on sait qu'à peu près un enfant sur 30 est né suite à de l'aide médicale à la procréation. Et ça, c'est une vraie opportunité. Et pour autant, psychiquement, c'est pas encore si évident que ça que de se représenter, d'intégrer tout ce que ça comporte, de se faire accompagner et de passer par tout ce parcours-là. Je vous adresse la question, qui parmi vous, il y a 15 ans, imaginait qu'il aurait peut-être des problèmes de fertilité? Peu d'entre nous, on n'imagine pas qu'on va être confronté à tout ça. Et est-ce que vous imaginiez que vous auriez recours et accès à des techniques comme celles auxquelles vous avez accès aujourd'hui? On vient de parler de la méthode ROPA, on vient de parler du don d'ovocytes, du don de sperme. Est-ce que ça, c'est des choses que vous aviez pu imaginer précédemment? Donc voilà, c'est exactement le constat, je vois dire non de la tête, c'est exactement ce constat-là, c'est que effectivement, si aujourd'hui c'est intégré médicalement, que ces parcours-là sont presque banals médicalement parlant, ils ne sont pas encore psychiquement tout à fait intégrés, ils sont très nouveaux et ça demande du temps et ça demande du travail pour pouvoir les intégrer. Et donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Avoir un enfant grâce à la PMA, c'est vraiment une belle opportunité de devenir parent. C'est des parcours où il y a énormément d'amour parce qu'il faut énormément de courage pour pouvoir passer à travers ces parcours. Et pourtant, c'est des parcours qui sont extrêmement difficiles. Et aujourd'hui, même si ce sont des vraies opportunités, tous ces parcours médicaux pour devenir parent, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas faire comme si ça représentait rien, comme si ça changeait rien, et comme s'il ne fallait pas les intégrer psychiquement. Et donc, c'est important de pouvoir venir travailler là-dessus, justement, pour pouvoir intégrer tout ça. Et l'accompagnement préconceptionnel va permettre d'aller travailler sur différentes dimensions. Donc, je vais vous donner des exemples. Je vais essayer d'être le plus détaillé possible et de vous donner des exemples très concrets de ce qu'on peut venir travailler pour que vous puissiez voir un peu là où on vient agir. Même si c'est un accompagnement qui est très vaste, donc je ne peux pas, là on m'a dit de faire une intervention qui doit durer 20 minutes maximum, je ne peux pas tout résumer en 20 minutes, mais je vais essayer de vous donner le plus d'informations possible. Donc voilà, il y a toutes ces dimensions-là, donc on va pouvoir travailler sur les émotions et les sentiments face à cette épreuve-là, sur votre histoire personnelle, mais aussi celle de votre couple, sur votre parcours de progression médicalement assisté réellement avec tous les choix qu'il implique, sur l'histoire de vos familles respectives et de vos héritages, sur votre relation avec votre corps, et puis sur les représentations de la situation pour pouvoir construire une vision partagée du projet et prendre vos décisions en conscience. Et ça, c'est pas dans tous les accompagnements, c'est-à-dire qu'en fonction de qui vous êtes, du couple que vous formez, de vos problématiques personnelles, on va aller travailler sur ce qui va vous intéresser, sur ce qui va vous toucher, ce qui va avoir un impact sur votre projet à vous. On travaille rarement toutes les dimensions. On va aller vraiment adapter en fait l'accompagnement en fonction de vos besoins.
Et donc, je vais essayer quand même de vous décrire toutes les dimensions de manière à ce que vous perceviez bien là où on va pouvoir avoir un impact. Donc, la première dimension, c'est vos sentiments et vos émotions face à cette épreuve. Parce que c'est un vrai parcours émotionnel avec beaucoup de hauts et de bas, avec des hauts qui sont souvent très hauts, des bas qui sont souvent aussi très bas, et beaucoup d'émotions dans ce parcours qui font qu'on a besoin, à un moment donné, d'avoir un espace pour poser ses émotions parfois, parce que on va avoir tellement de choses dans ce parcours que parfois c'est trop lourd à porter tout seul. On peut avoir de la colère par rapport à ce parcours. On peut avoir de la jalousie aussi par rapport à celle qui tombe enceinte facilement, presque parfois de manière imprévue. On peut avoir de la tristesse quand il faut renoncer à concevoir comme on l'avait souhaité, ou que parfois aussi on traverse des deuils, qu'ils soient réels ou symboliques, quand par exemple il y a des fausses couches, ou quand par exemple il faut renoncer à concevoir un enfant qui soit biologiquement le sien. On va aussi avoir de la peur parce que c'est un parcours complètement inconnu, que parfois ça nécessite d'aller à l'étranger et que tout ça, c'est pas tout à fait ce qu'on avait prévu. Et donc parfois c'est bien de pouvoir avoir un espace et pouvoir parler de tout ça pour pouvoir alléger un peu et déposer ça et toutes ces difficultés. Alors là par exemple dans le visuel que je vous ai mis ici, c'est un travail qu'on avait réalisé avec un couple que j'accompagne, qui avaient de la difficulté à parler des émotions, ils avaient de la difficulté à parler l'un avec l'autre de leurs émotions. Et donc on a travaillé sur cette thématique avec leurs émotions dans leur parcours, mais également leurs besoins, pour pouvoir partager, rouvrir la parole, redynamiser le couple, et puis alléger le quotidien, faciliter le quotidien dans ce parcours qui est déjà suffisamment éprouvant pour pas en plus complexifier ça par des incompréhensions dans le couple. Et pourtant, malgré tout, ça arrive très souvent, parce que c'est des parcours qui peuvent être vraiment très difficiles pour le couple et qui peuvent faire vivre même parfois une crise de vie, soit à l'une des deux personnes du couple, soit dans le couple, sur le couple en lui-même. Et donc voilà, ça peut être un des travaux qu'on peut faire en accompagnement préconceptionnel. Ensuite, sur l'histoire personnelle et celle du couple, et on va travailler sur tout ce qui fait que vous êtes vous aujourd'hui et qui fait que vous êtes vous en couple aujourd'hui, et tout ce qui s'est passé depuis que vous avez décidé de devenir parents ensemble. Et ça va venir toucher plein de choses, et revenir sur ce parcours, reposer les choses, regarder aussi tout ce que vous avez traversé depuis le début du parcours et tout ce que ça vous a permis de développer et comment ça vous a permis de grandir ensemble dans ce parcours. C'est intéressant parce qu'on va vraiment pouvoir tirer à la fois vos ressources, tout ce que vous avez pu transformer, tout ce que vous avez pu découvrir et qui sont des ressources pour vous dans le parent que vous serez demain, mais également quels sont les chemins possibles aujourd'hui et comment on va pouvoir travailler sur ces options. Donc je vous ai mis un schéma qu'on a réalisé aussi avec un couple que j'ai travaillé ensemble. Alors toutes les choses que je vous montre, je les ai reproduites, ce n'est pas les documents avec lesquels je travaille sur les couples, et je les ai anonymisés bien sûr. Ici donc c'est un schéma d'un couple qui doit passer par un don de gamètes pour pouvoir concevoir, et qui se pose la question de savoir si c'est son chemin. C'est-à-dire qu'en fonction de ses croyances, des croyances de ce couple, de leur chemin, de leurs convictions, de leur environnement familial, ils se posent la question de savoir si, oui ou non, ils ont envie de passer par un don de gamètes. C'est une question qui se pose. Et donc, ils décident leurs 3 options: l'adoption, le don de gamètes, renoncer. Et on explore ensemble ce que ça veut dire pour eux, ce que ça signifie pour eux, comment est-ce qu'ils se projettent dans ces 3 voies, et comment est-ce qu'ils ont envie de prendre la décision, ou pas, de partir vers une des 3 voies. Donc c'est un travail qui se mène sur du long terme. Là, on avait élaboré ce schéma-là, et ensuite on a travaillé sur plusieurs séances pour explorer toutes les options et qu'ils puissent, eux, prendre la décision qui leur convient, alignée avec leurs valeurs, alignée avec leurs limites, alignée avec leurs croyances. Il n'y a pas de réponse toute faite, bien sûr. Ensuite, votre parcours de procréation médicalement assisté, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que ça se matérialise pour vous?
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'engager votre corps de cette manière-là dans un parcours, parce que c'est pas neutre? Comment est-ce que vous vivez le temps? On parlait tout à l'heure avec Karine de lâcher prise. Effectivement, souvent on dit il faut lâcher prise, sauf qu'en réalité, quand on est dans ce type de parcours, il est absolument impossible de lâcher prise. Donc comment est-ce que vous vivez votre rapport au temps dans ce parcours? Et puis, quand il y a un don, quand on fait entrer un tiers dans ce parcours, donc de fait les médecins, quand on entre en PMA, comment est-ce que ça se passe pour le couple? Comment ça se passe dans l'espace d'intimité du couple? Et comment est-ce qu'on s'arrange avec ça? Et si on va un peu plus loin, quand on doit faire entrer des tiers, c'est-à-dire des donneurs, un ou des donneurs, soit un donneur de sperme, soit une donneuse d'ovocytes, soit des donneurs pour un double don, ben comment ça se passe aussi dans la famille, dans le couple? Comment est-ce qu'on en parle à l'entourage? Comment est-ce qu'on va en parler à l'enfant à naître? Et comment est-ce qu'on trouve une organisation ensemble dans le couple pour être OK avec ce don, avec toute la richesse de ce don, et aussi avec ce que ça va comporter comme tiers dans le couple, et comment est-ce que ça va jouer pour l'enfant. Qu'est-ce que ça représente pour l'enfant? Est-ce qu'on passe par un tiers, par un donneur anonyme? Est-ce qu'on passe par un donneur connu? Comment est-ce qu'on choisit le pays dans lequel on va aller en fonction de la loi? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose quand on est face à ce choix, et qu'il est important de travailler pour pouvoir l'intégrer, pour pouvoir être serein avec ça, et puis pour pouvoir le vivre bien une fois que le bébé sera là, à la fois pendant la grossesse et puis dans sa vie future, pour pas que ce soit un sujet de tension qui peut créer des incompréhensions ou des difficultés pour l'enfant à venir. C'est pour ça que c'est important de l'intégrer, parce que comme ça on sait ce qu'on va pouvoir dire, et le fait de le vivre sereinement, ça va être beaucoup plus facile au quotidien. Je donne un exemple qui va parler à tout le monde. Souvent, quand on a un enfant, les gens cherchent les ressemblances. Sauf que quand on passe par un don, ça peut être un peu crispant d'avoir quelqu'un qui vous dit « Ah, mais qu'est-ce qui ressemble à sa maman ?» si on sait que l'ovocyte ne vient pas de la maman. Et on a le bébé dans les bras, et « Ah, mais qu'est-ce qui ressemble à sa maman ?» et on se tend. Si c'est un sujet de tension, l'enfant va sentir qu'il y a ce sujet de tension, que c'est pas facile, que c'est un sujet où il y a des questionnements. Et si on n'est pas à l'aise avec le sujet, l'enfant peut sentir qu'il y a quelque chose de pas clair. Alors que si on l'a travaillé, si on est tout à fait serein par rapport à tout ça, eh ben, ça ne sera pas un sujet, et ça va être vécu de manière très fluide et très naturelle pour l'enfant, d'où la nécessité et l'importance de le travailler. Donc là, vous voyez, j'ai pris une petite photo d'un travail qu'on avait fait avec des Playmobil. Pourquoi on utilise les Playmobil? Parce que c'est un jeu qu'on utilise avec des enfants, et que c'est facile de raconter son histoire à un enfant à partir d'un jeu. Et puis, c'est facile aussi de pouvoir utiliser des symboles, parce que c'est pas toujours évident, et de toute façon, dans la symbolique, c'est pas toujours facile de se dire qu'on introduit un tiers et qu'on le personnalise. Le don, que ce soit un don de sperme ou un don d'ovocyte, on imagine très rarement comment est la personne derrière le don. Et donc du coup, ça permet de représenter ici, le couple avait choisi une tortue, mais ça peut être une tortue, un ange, des fois c'est des animaux, des fois c'est des étoiles, des cœurs, enfin il y a plein de symboles qu'on peut venir mettre derrière le don, mais ça permet de représenter le don et de venir en parler, de le faire exister dans le système de la famille, pour pouvoir raconter son histoire à l'enfant. Et pour pouvoir lui dire, bah voilà, effectivement, tu viens, y a une partie de toi, biologiquement, qui ne vient pas de nous, qui nous a été donnée, et c'est un grand cadeau. Et puis il y a eu des différents acteurs dans ton histoire de naissance. Il y a eu les médecins, il y a eu ce don, et puis il y a eu nous, et puis il y avait tous les gens qui nous entouraient, et de pouvoir lui raconter ce qu'on va appeler sa crèche de naissance, pour qu'il puisse comprendre ce dont tout à l'heure Karine parlait pour nous, mais c'est aussi le cas pour nos enfants, son empreinte de naissance, son empreinte émotionnelle de vie prénatale et son empreinte émotionnelle de naissance, qui vont lui permettre de se construire par la suite. Alors, ensuite, l'histoire de vos familles respectives et de vos héritages. Alors, on vient tous d'une famille, on a tous une famille d'origine, et cette famille, elle a son histoire, elle a son vécu, et puis elle nous a transmis un certain nombre de choses, et on est souvent héritier, dépositaire d'un certain nombre de choses du vécu de la famille. Karine en parlait tout à l'heure sur la partie
S'il y a eu par exemple un décès qui peut laisser un traumatisme, et parfois on va emmagasiner ça et venir faire le blocage, et bien c'est exactement sur ça qu'on va travailler quand on travaille sur l'histoire de vos familles. On travaille sur la partie transgénérationnelle, c'est-à-dire on vient explorer ce qui dans votre famille a pu faire blocage quand vous sentez qu'il y a peut-être un blocage qui vient de là, un empêchement qui vient de là. Ça permet de venir alléger les transmissions et puis ça permet aussi de pouvoir vous tourner vers l'avenir de manière plus sereine. Il y a de multiples exemples. Les blocages peuvent être très très vastes et il est impossible de les catégoriser. Simplement, dans tout ce qu'on nous a transmis, on a des choses qui se mettent en place, des loyautés, des blocages, des empêchements. On a aussi des transmissions qui sont très positives. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier ces transmissions, de se baser dessus et puis d'identifier les blocages pour venir les rendre à la famille et ne plus devenir prisonnier de ça. Donc ici, j'ai montré un exemple, donc j'ai reproduit un schéma d'une personne qui était venue me voir. C'est une personne qui est donc en parcours PMA et qui, à chaque FIV, rangeait sa maison comme si elle allait mourir le lendemain. Elle me le présente comme ça. À chaque fois que je reviens d'une FIV, je range ma maison comme si j'allais mourir le lendemain. Et quand les règles arrivent, je me sens à la fois très triste et à la fois d'une certaine façon soulagée parce que sauvée. Donc elle me pose la question comme ça. Et on fait son arbre. Et en fait, on se rend compte que, donc elle est là. Sa mère est ici, sa mère a été orpheline jeune puisque sa grand-mère est morte en couche en donnant naissance au petit frère de sa mère. Et puis son arrière-grand-mère donc, a été également orpheline puisque son arrière-arrière-grand-mère est morte en couche aussi en donnant naissance à un enfant. Et ça se fait en fait à toutes les générations. Donc on a une génération de femmes qui meurent en couche en donnant naissance à un enfant et une génération de femmes orphelines, d'accord? Et vous voyez donc la reproduction à chaque étage. Sauf qu'elle est à l'étage où, a priori, ce qui doit se reproduire, c'est qu'on meurt en couche quand on donne naissance à un enfant. Donc forcément, elle n'avait pas conscience de ça avant de faire ce travail, mais forcément, dans son inconscient, elle avait la trace de ça et la mémoire de ça. Donc blocage, elle travaille dessus, on travaille dessus, on se rend compte de ça. Elle continue son parcours PMA, elle va en FIV. Et là, la grossesse prend. La grossesse prend et surtout, elle n'a plus d'angoisse. Et donc, voilà, c'est pour vous expliquer un petit peu ce que ça peut lever. Ce genre de travail, ça semble un peu fou de se dire qu'on peut créer des blocages par rapport à des choses qui nous ont été transmises dont on n'est pas conscient. Mais en fait, notre inconscient a dans sa mémoire toutes ces traces et toutes ces résurgences. Et donc, il met en place des choses pour nous protéger, des petits verrous pour nous protéger de la reproduction. Et c'est à nous de venir déverrouiller ça en disant, ben voilà, aujourd'hui, il n'y a plus aucun risque que ça se passe. Et je peux y aller, je peux tomber enceinte et vivre mon histoire sans que ça pose aucun souci pour la suite. Voilà, c'est le travail qu'on fait en analyse transgénérationnelle. Ensuite, il y a la relation avec son corps, parce que c'est des parcours là, qui demandent un investissement du corps qui est important. Il y a aussi toute la partie connaissance de soi et connaissance de sa physiologie. Et comment est-ce que le fait de bien se connaître, de connaître ses cycles, de connaître sa fertilité, de connaître tout le fonctionnement nous aide dans ces parcours. Comment est-ce que si l'alimentation peut jouer un rôle? Comment est-ce qu'on va pouvoir aussi travailler sur la matrice utérine, sur notre matrice utérine pour nous reconnecter, pour être de nouveau dans notre corps? Parce que ce corps, il nous fait défaut dans ces parcours. Et donc parfois, et même souvent, il y a de la colère. Il y a aussi de la dissociation, parce que c'est compliqué de venir se projeter dans ce corps qui ne veut pas porter l'enfant qu'on souhaite tellement porter. Et donc, c'est important de venir travailler sur ce lien au corps, de se reconnecter à sa matrice et de venir de nouveau prendre soin de ce corps parce que c'est de lui dont on a besoin. Et c'est en étant vraiment pleinement dans son corps qu'on se donne le maximum de chances de réussir dans ces parcours-là, de réussir à faire en sorte que l'implantation prenne, que l'anidation se fasse, que l'enfant puisse grandir. Donc c'est important de travailler sur cette relation-là avec le corps. Il y a de multiples façons de le faire.
Mais voilà, j'ai choisi de mettre une image sur l'alimentation, une image sur la matrice utérine, mais ça peut aussi être travaillé sur la vision du corps d'une femme enceinte. Il y a des personnes pour qui c'est difficile de se projeter dans un corps de femme enceinte et qui ont besoin d'intégrer tout ce que ça implique avant de pouvoir s'imaginer être enceinte. Voilà, il y a plein de choses à travailler. Ah, j'ai trop vite. Et puis, les représentations de la situation afin de construire une vision partagée du projet, eh bien, c'est concrètement comment est-ce qu'à un moment donné, je peux me projeter dans les différentes options. Là, si je reprends le schéma que j'avais fait tout à l'heure, on a l'option je renonce et je construis un autre avenir sans enfant. On est parti sur un don de sperme et ici, on est parti sur une adoption. Et l'idée, c'est de venir travailler sur les différentes options pour pouvoir se projeter, voir ce que ça fait pour soi, dans son corps, dans son ressenti, d'imaginer être dans ces différentes options. Comment est-ce que ça fait à l'intérieur du corps? Est-ce que ça fait oui? Est-ce que ça fait non? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Et comment est-ce que cette expérimentation-là va permettre de sentir là où on a envie d'aller, là où sont nos limites, et là où, en couple, on se sent OK pour continuer à cheminer. Voilà, c'est une version de ce qu'on peut faire en travail. Là, je montre avec des scénarios en fait, mais on va travailler sur ces options-là de manière à ce qu'à un moment donné, la lumière se fasse, que vous puissiez comprendre là où vous avez envie d'aller, imaginer là où vous avez envie de cheminer ensemble. Parce que le fait de prendre des décisions éclairées à un moment donné, ça vous permettra d'être serein, de prendre ces décisions en couple et en conscience, ça vous permettra d'être serein dans votre parcours et de savoir pourquoi vous avez fait ces choix-là, de pouvoir préparer la suite sereinement avec le partenaire et pour l'enfant, et de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir raconter aussi son histoire à cet enfant et d'apporter voilà, simplement de la sérénité et de la paix autour de ce parcours qui est déjà suffisamment lourd juste pour la partie médicale, pour ne pas en plus ajouter des difficultés dans la décision et dans la relation de couple. Hop. Donc voilà une présentation très rapide, très chronométrée de ce que je voulais vous dire. J'ai montré quelques outils, bien sûr ça ne représente qu'une partie de tout ce qu'on peut faire. L'idée c'est vraiment qu'on adapte l'accompagnement aux personnes, puisqu'on vit tous chacun cette aventure de manière très différente et qu'on a des besoins différents. Donc à chaque fois c'est d'adapter le plus possible l'accompagnement pour que ça vienne répondre à vos questionnements. La seule chose qui est commune dans tous les parcours, c'est que c'est nécessaire et important d'avoir de la clarté et de pouvoir prendre ces décisions en conscience pour le bien-être à la fois du couple et le bien-être aussi des enfants à venir. Parce que c'est aujourd'hui tout ce que vous traversez dans ces difficultés, c'est aussi la préhistoire de votre enfant et c'est aussi important de pouvoir être le plus serein possible sur les décisions que vous allez prendre parce que ça va impacter son avenir, sa naissance et sa vie future. Voilà, merci beaucoup.